conviction. Bienvenue sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine, dans ce nouveau rendez-vous de conviction. J'ai le grand plaisir de recevoir un homme à plusieurs facettes, puisqu'il est à la fois dramaturge, journaliste, homme de théâtre, écrivain à ses heures perdues, Cheikh Fita, qui nous fait l'honneur donc de venir partager à la fois son parcours, son expérience ici sur Radio Mboté. Cheikh Fita, bonjour. Bonjour Désiré. Alors, il va falloir qu'on fasse un choix, parce que je suis à la fois devant un journaliste, un dramaturge, homme de théâtre, écrivain. Vous qui avez l'habitude d'être derrière la caméra, vous êtes aujourd'hui devant la caméra. Alors, on va peut-être aller à la rencontre de Cheikh Fita, celui qui alimente, avec beaucoup de talent d'ailleurs, le blog, Cheikh Fita Blog. Qui est Cheikh Fita ? Bien, merci d'abord pour l'invitation et salutations à tous vos auditeurs et les téléspectateurs. Je suis citoyen congolais d'abord. Je suis né quelques années avant l'indépendance au Congo belge et dans une ville qui est entrée dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de la Belgique, c'est Chinkolobwe. C'est là où on avait exploité l'uranium qui avait servi à la bombe qu'on avait lancée sur Hiroshima et Nagasaki. Et donc, la vente de cet uranium a permis à la Belgique de se sortir des mauvais pétrés économiques. Je comprends que vous soyez aussi actif, j'allais dire radioactif. Oui, je pense que oui, sûrement. Oui, je pense que cette radioactivité-là m'imprègne parce que je suis né dessus. Et j'ai vécu dessus durant quelques années. Il est possible, il faut qu'on me passe au scanner. Bon, disons que oui, je suis congolais, je suis philosophe de formation de l'université de Lubumbashi en 1977. Et après mes études universitaires, je suis devenu professeur de français et de philosophie dans une école à Kolwezi, lycée Umoja, puis au collège de Kolwezi. Et une année avant, donc, c'est quand j'étais encore étudiant, c'est là que j'ai commencé ma carrière théâtrale. C'est pour ça que je suis dramaturge. Alors, le théâtre, c'est une passion de chaque instant chez vous, de tous les instants. On reviendra d'ailleurs sur l'une de vos pièces que vous avez présentées à la fois ici à Bruxelles et à Genève. Mais tout de même, vous êtes un homme résolument engagé, vous ne le cachez pas. Et cela se voit d'ailleurs à la fois dans vos écrits, dans vos reportages. D'où tirez-vous cette force justement pour mettre cet engagement, je dirais, dans le concret ? Disons que la combinaison de philosophe et d'écrivain de théâtre fait cela. Philosophe, pourquoi ? Parce qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui est sur des principes et des valeurs. Un écrivain de théâtre, c'est quelqu'un qui se bat pour des valeurs aussi, quoique en jouant cela. Et donc, je pense que la combinaison de deux a fait que j'ai un langage tranché, incisif. Et vous dites, je ne le cache pas. Non, c'est pas à moi de me cacher, c'est à ceux qui sont dans les antivaleurs de se cacher. Et donc, je pense que ce que j'écris est normal. Je vous ferai d'ailleurs une anecdote. Une fois, en 2006, quand il y avait la période électorale, j'ai eu un coup de fil des gens du pouvoir. Quelqu'un m'a insulté à mort, j'étais très calme. Quand il a fini, il dit, ok, ça va, je peux parler? Il dit, oui, vous pouvez parler. Je dis, mais pourquoi vous vous en prenez à moi? Il dit, ce que vous écrivez n'est pas bien. Je dis, est-ce que ce que j'écris est faux? Il dit non, c'est pas faux, mais ça nous dérange. Voilà. Et donc, je ne peux pas écrire ce qui est faux, j'écris ce qui est contre les valeurs, ce qui est contre des principes. Et malheureusement, nos régimes, et plus particulièrement ce qu'il y a comme régime en RD Congo, c'est vraiment des champions de violer les principes, les valeurs, c'est des champions des antivaleurs, et on a l'impression que je suis contre eux. Non, c'est eux qui sont contre les principes et les valeurs. Alors, vous parlez de philosophie, mais vous êtes-vous déjà, je ne sais pas, en tout cas, mis dans situation de pouvoir douter quelquefois, à la fois même du sens de votre engagement, lorsque vous avez par exemple des coups de fil comme cela, ce sont des menaces, appelons les choses telles qu'elles sont, vous êtes-vous déjà arrivé de douter? Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous avez senti ou ressenti le besoin de reculer tout simplement? Non.
Parce que je suis un grain de sable dans l'histoire de l'humanité, parce que quand on voit l'histoire de l'humanité, depuis la préhistoire, l'Antiquité grecque et romaine et tout ça, on voit que déjà à cette époque-là, il y avait des hommes. Et je vous rappellerai que Socrate est mort pour des principes. C'était pas hier. Alors je verrais mal, moi, en ce 3e millénaire, douter, alors que notre ancêtre Socrate n'a pas douté. Je ne vous souhaite pas la fin de Socrate, hein. Il a quand même bu la ciguë, ça s'est pas très bien passé pour lui. Ben, vous savez, c'est même un sujet auquel on ne pense pas. Les valeurs, c'est des valeurs, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des animaux, et c'est surtout ça que les gens ne comprennent pas. C'est que la société humaine, c'est quelque chose de très grand et de très bien. Et la société humaine s'est bâtie sur des grandes valeurs, les droits de l'homme, l'amour de l'autre, le respect du bien commun, le respect du bien de l'autre, le respect de la vie de l'autre. Mais c'est connu, toutes ces valeurs-là, nous les apprenons quand nous entrons à l'université. Tout le monde apprend ça. Mais comment se fait-il qu'à un moment, quelqu'un, bardé de diplômes, subitement, il se jette corps et bien dans les antivaleurs? C'est pas normal et c'est même une honte pour l'humanité. Et donc, je ne peux pas accepter que dans mon pays, la RD Congo, il y ait ce que j'appellerais des sous-hommes, c'est-à-dire, il n'est homme que de vue, mais en fait, il se comporte comme un animal. Nous ne pouvons pas accepter cela. Pourquoi est-ce que les autres pays mettent les valeurs en avant et pas nous? Donc voilà. Alors on sent évidemment que vous êtes habité par votre engagement, mais je ne peux pas m'empêcher de penser, à l'instar de d'autres comme vous qui ont décidé de s'engager résolument comme vous le faites, d'avoir été confrontés à un moment donné à l'injustice ou à une situation exceptionnelle. Vous, personnellement, avez-vous été confronté à quelque chose qui a rendu votre démarche plus déterminée que jamais? Non, mon engagement n'est pas pour moi, hein. C'est un engagement citoyen. Au départ, il n'y a pas eu un fait générateur, par exemple? Non, aucun. Vous savez, je vous ai dit, je suis dramaturge, c'est-à-dire j'écris des pièces de théâtre. Durant des années, j'ai monté des spectacles que j'ai joués et qui ont eu du succès, même aux jeux qui peuvent avoir du succès. Peut-être la seule chose qui m'a révolté, c'est celle-ci. En 1986, je vais m'installer à Kinshasa, j'ai quitté le Katanga. Et là, après avoir étudié le marché, je me rends compte que le théâtre, dans le style où on le faisait au Katanga, avait quelque peu reculé à Kinshasa par le théâtre national et un peu l'INA, qui n'avait plus tellement d'emprise sur donc le public. Il n'y avait pas vraiment de théâtre. C'était à l'époque où le théâtre de chez nous montait déjà en puissance avec la télévision. Et donc, moi, je me suis dit, pour pouvoir émerger, il faudrait commencer à la base. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écrire des pièces pour enfants. J'ai commencé à donner des spectacles dans les écoles primaires. Et après 1 année, 2 années, c'est devenu l'engouement. Il fut une période où on arrivait jusqu'à 200 spectacles, 200 représentations par an à Kinshasa. Les gens ne le savent pas parce que ça ne passait pas dans les médias. Mais en même temps que je faisais cela, j'étais à la conférence nationale, j'ai été élu parlementaire dans la transition, donc j'avais de quoi vivre. Mais en même temps, j'entretenais ma troupe, et qu'est-ce que j'ai remarqué? Que au fil des années, il y avait de moins en moins d'enfants qui avaient la possibilité de venir voir le théâtre. Parce qu'à l'époque, le prix d'entrée le mettait l'équivalent d'une bouteille de Coca-Cola, c'est-à-dire plus ou moins 30 centimes. Et si c'est pour les adultes, le prix d'une bouteille de bière, plus ou moins $1. Donc on gagnait sur le nombre. Hein. Il y a des écoles comme Mont-Amba, par exemple. Je me souviens une fois, on a fait un spectacle devant 800 enfants. Et donc, c'était très courant à Bosangani, à Boboto, et toutes les écoles, les grandes écoles. Donc, vous avez essayé de vulgariser à votre manière le théâtre, mais tout de même, vous qui êtes dramaturge, vous qui avez écrit des pièces, est-ce que vous avez des modèles? Est-ce que vous avez des personnes qui vous ont inspiré, qu'elles viennent soit d'Occident ou d'Afrique, et quelles sont ces références? Bon, c'est difficile à répondre en ce sens que j'ai commencé le théâtre d'abord très tôt. J'ai étudié dans une école catholique au collège du Lualaba, à Kolwezi, et en 3e secondaire, déjà je faisais du théâtre. Et donc mon premier spectacle, en grand public, je l'ai donné, j'étais en 5e secondaire, on l'a donné à Lubumbashi, donc à 300 km de Kolwezi, dans la salle du cinquantenaire, la salle mythique, qui est malheureusement devenue aujourd'hui un parlement. Et donc,
j'ai commencé quand même très tôt le théâtre et en même temps, vous savez, l'enseignement à l'époque, on apprenait tous les grands classiques, Molière, Racine, et donc Anouilh, etc. Et donc, en fait, je me suis modelé un style, et le style est venu de quoi? C'est que les textes que nous avons appris, les classiques de l'époque, et même les pièces des auteurs africains de l'époque, les Jean Plia, les Camerounais, les Sénégalais, on voyait qu'ils tiraient leurs pièces de leur environnement. Et donc, il y avait très peu de pièces écrites tirées de l'environnement congolais, sauf bien sûr Moufankolo qui joue encore au Katanga, qui a commencé avant l'indépendance. Lui, c'était vraiment quelqu'un qui tirait donc ce théâtre de la vie quotidienne. Mais en français, il n'y en avait pas beaucoup. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en m'inspirant de la vie, de mon environnement et de ses problèmes. Et de fil à aiguille, c'est parti. Alors, vous avez récemment, je me permets on va achever la partie théâtre parce qu'on va passer évidemment dans la politique. Vous avez produit un spectacle que vous avez présenté ici en Belgique, mais également à Genève, qui a eu beaucoup de succès. Parlez-nous de cette pièce. Lisanga, qui veut dire en lingala unité, ensemble. Et c'est un one-man show. D'abord, pourquoi one-man show? Parce que vous savez, quand on écrit une pièce de théâtre, on a le choix dans le nombre de personnages. J'écris des grandes pièces avec plusieurs comédiens. J'écris et monté des ballets avec beaucoup de comédiens aussi. J'écris des pièces avec 2 personnes. Mais là, je voulais quand même exercer au one-man show. C'est moins coûteux pour le montage, en sorte qu'on est soi-même l'acteur. Et en fait, c'est une projection par rapport au problème auquel le Congolais est buté aujourd'hui. Le problème, c'est toute la complexité du problème congolais aujourd'hui, la politique, la guerre, etc. Et j'ai pensé que un élément important manque chez le Congolais, c'est le fait de travailler en groupe. Et chaque Congolais, il dit, oh, n'a qu'à créer Société Nanga, n'a qu'à créer Asbel Nanga, tout, c'est toujours un individu qui crée. Et donc, ça, ce n'est pas pour avancer. Et il y a la valeur du travail en groupe à laquelle les gens ne pensent pas. Je prendrai un exemple, le football. Tu pourras bien être Maradona ou je ne sais pas qui. Tu ne pourras pas jouer seul. Le football, il faut être en équipe. Et pourquoi si le football, on doit être en équipe? Et pour la vie d'une nation, on ne peut pas être en équipe, en groupe. Et donc, j'ai dépeint un personnage, donc les travaux d'un personnage qui a eu l'occasion, la chance d'avoir un filon pour avoir beaucoup d'argent. Et dans le parcours, il s'est dit, mais tiens, je peux devenir riche seul. Alors, au fur et à mesure du spectacle, il élimine les possibilités de travailler avec les autres. Mais à la fin du spectacle, il se rend compte qu'il n'aura pas l'argent parce qu'il aurait dû effectivement, à différentes étapes, prendre quelqu'un, son frère, son ami, son médecin, peu importe, mais faire en sorte qu'autour de lui, il y ait un minimum de gens avec une diversité de profils pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est un clin d'œil un peu que je lance à notre... Donc, une morale en tout cas qui émarge en tout cas à l'issue de ce spectacle. J'imagine d'autres spectacles en perspective, une écriture nouvelle peut-être? Bon, écriture nouvelle peut-être pas, mais disons que il faut dire que l'écriture journalistique me prend beaucoup de temps. Donc depuis que je suis en Europe, j'écris très peu. Alors que quand j'étais au Congo, j'écris plus de 30 pièces de théâtre en plus de 30 ans. Alors que depuis que je suis ici, je ne sais pas si je suis arrivé à 4. Donc c'est qui est... On comprend. Oui. Le virus de la politique. Oui, pas tellement le virus, parce que je prends de la distance, mais l'urgence de la politique. Et je me dis que quand on a un talent, il faut le mettre à la disposition de sa société. Et je sais que bon, l'écriture dramatique et l'écriture journalistique ont en commun le fait que c'est de l'écriture. Et donc, le fait que je maîtrise bien, je me suis donné la discipline de journaliste, je fais mes reportages dans les normes, etc. Mais au moins, au jour le jour, avec ce que j'écris, j'informe, je sensibilise, je fais en sorte que les gens se rassemblent de plus en plus. Alors effectivement, nous avions parlé tout à l'heure de la conférence nationale, vous étiez
l'un des parlementaires qui siégeait durant cette conférence nationale, je rappelle, hein, en 1992, ça fait 22 ans. Alors, Cheikh Fita, vous êtes un témoin de l'histoire. Aujourd'hui, en 2014, quelle est votre lecture de la situation politique en RDC? Bon, je pense que la première chose qu'il faut faire remarquer par rapport à la RDC, c'est quoi? C'est que depuis les années 85-90, l'instruction, la culture et l'information ont périclité, de telle sorte qu'après une génération, on a des citoyens avec très peu de culture, avec très peu d'information, avec très peu de formation, et ça fait que ça ouvre la voie à l'aventurisme. Donc, quand on prend donc, les gens qui sont au pouvoir, pour moi, je l'ai toujours dit, sans méchanceté, c'est des aventuriers. Mais des aventuriers comment? Ils ont vu que le pouvoir était dans la rue, avec un peu d'aventure, un coup de fusil par là, et tout ça, vous prenez le pouvoir. Et... À qui la faute? Ils ont eu une démarche tout à fait pragmatique, d'une certaine manière, sans me faire l'avocat du diable. Oui, je dis que la faute n'est pas à eux, ils sont fautifs, mais la faute est à la société congolaise qui n'a pas vu venir, qui n'a pas entretenu l'éducation civique du citoyen. Moi, je dis toujours qu'au Congo, il n'y a pas de citoyens, parce qu'un citoyen, c'est d'abord, c'est des droits, d'accord, mais c'est des devoirs aussi. Donc, nous sommes dans une société où on n'a ni droit ni devoir. On ne peut pas défendre ses droits quand on ne sait même pas ce que l'on a comme devoir. Et donc, quand le système vous empêche d'exercer ses droits ou met des entraves, est-ce que l'on peut imaginer que ces mêmes citoyens-là soient en situation de réagir? Voilà, peut-être que c'est aussi ça la réalité. Bon, le système, c'est la conséquence de l'absence de tout ce que je dis. C'est pour ça que je me dis, à la base, pour changer un système, il ne faut pas combattre le système, il faut mettre en place des éléments qui feront en sorte que ce système-là s'écroule. C'est quoi? Il faut éduquer le citoyen, il faut envoyer les enfants à l'école, il faut informer les gens. Quand j'ai fait l'information, c'est en fait ce travail-là. Et vous savez que les systèmes dictatoriaux n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas l'information, tout simplement. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que l'éveil du citoyen, c'est ça le début de la fin d'une dictature. Et donc, tous les dictateurs s'asseyent sur la sous-information, sur l'inculture, sur la misère, etc. Vous pensez qu'il y a une volonté délibérée de maintenir le système éducatif à un niveau aussi bas? Bon, vous savez... ce serait beaucoup d'honneur de dire qu'il y a une volonté. Moi, j'ai toujours dit que ces gens-là, ils ont compris que le peuple était sous-informé. Ils en profitent pour se remplir les poches, sans se gêner, surtout qu'il n'y a même pas de justice. Ils ont la justice sous leurs bottes, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai dit, la solution est... dans la société civile c'est quoi? C'est les écrivains, c'est les journalistes, c'est les artistes, c'est les médecins, c'est les avocats. Ce sont ceux-là qui sont confrontés tous les jours au fait que les gens avec qui ils doivent travailler. On prend l'exemple d'un avocat, quelqu'un qui a été chassé de sa maison. Il vient, bon, il doit payer les honoraires, il n'en a pas. Bon, on fait quoi? On les laisse tomber. Et donc, c'est des choses comme ça qui créent un déclic dans la société civile, que ce soit chez les médecins ou chez les avocats, pour pouvoir s'occuper des autres, afin que ceux-là, une fois qu'ils ont la possibilité d'avoir un niveau un peu plus élevé, puissent eux-mêmes vivre normalement. Il y a quand même un problème, Cheikh Fita, c'est que la société civile que vous décrivez, elle s'est fortement politisée. Elle est entrée dans les institutions, elle a participé au pouvoir, elle s'est d'une certaine manière fourvoyée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours le même regard sur cette société civile? Oui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La société civile, c'est une enveloppe. Des gens confisquent l'enveloppe, société civile, et ils font ce qu'ils veulent. Ils entrent dans les institutions, comme vous l'avez dit. Mais un médecin qui ne fait pas la politique, il est médecin, il est société civile. Un médecin qui reçoit, je prends un exemple pratique, celui du docteur Mukwege. C'est un médecin. Il est arrivé qu'il commence à tenir des discours politiques, non pas parce qu'il veut devenir politicien, mais parce qu'il a vu que son métier de médecin, il ne peut plus l'exercer suite aux effets pervers d'une mauvaise politique. Et c'est ça la société civile. Les médecins, il y en a. Les avocats, il y en a. Les écrivains, il y en a. Les artistes, il y en a. Et donc, je ferai même un clin d'œil à mes amis les combattants. Vous voyez, par exemple, les musiciens.
ils ont commencé à se faire chasser d'Europe. Pourquoi? Parce que à un moment, ils ont cherché l'argent facile en chantant pour Kabyle, etc. Alors que ce n'est pas tellement ça le rôle d'un artiste. Tu peux faire ton concert pour une campagne, pour que les gens viennent, et tu as ton fric en tant qu'artiste. Tu n'es pas obligé de dire Kabila Oye. Ouais, ils ont franchi la ligne rouge, et les Congolais qui vivent à l'étranger, qui sont conscients de tout cela, ils ont dit mais non, ces gens-là, ça ne va pas ce qu'ils font. Est-ce que ça n'a pas été contre-productif justement de s'attaquer aux artistes, puisque d'abord, un, c'est leur gagne-pain, et ensuite, ils contribuent au rayonnement culturel et artistique du pays? Bon, ça c'est tout un thème qu'on pourrait bien adopter. Vous savez, moi je suis artiste comme eux. Pourquoi moi je ne fais pas Kabila Oye? Donc ils ont peur de traverser... Mais l'engagement politique n'est pas non plus tabou. Je veux dire, sous d'autres cieux, il y a des artistes qui sont engagés et qui affichent très clairement leurs préférences. Pourquoi, pour le Congo, cela serait différent? Bon, vous savez, ils ont fait quand même un peu le perroquet. C'était un peu bas. Vous savez, on peut avoir un engagement politique, mais d'une façon un peu plus élevée pour des valeurs. Oui, et ils se sont engagés pour des individus parce qu'on leur donne des enveloppes. C'est un peu terre à terre, il faut le dire. Et d'ailleurs, bien avant ça, j'avais dans un de mes livres écrit un article, musicien congolais en Europe, la descente aux enfers. J'avais prédit ça 3 ans avant, que compte tenu du fait que dans l'Occident, ils viennent et qu'ils font du fric, alors que ceux qui sont en Occident comprennent déjà que le pays ne va pas. Un jour, ça va arriver et c'est arrivé. Et donc, d'une façon tout à fait objective, moi je pactise avec les artistes, j'aime bien leur talent. Ils ont du talent. Vous savez, un musicien comme Ouera Ojibé, il est à mesure, quand il a une œuvre de qualité, sans chanter qui que ce soit, d'aller au stade des martyrs, mettre $1, il y a 100 000 personnes, il a 100 000 $. Pourquoi ils ne le font pas? Ils ne doivent pas avoir peur de la difficulté. Ils n'ont qu'à voir ce que font les autres musiciens en Europe. Donc ils doivent ce sont des phares dans la société. Et nous qui sommes des phares dans la société, il y a des choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Alors, chez Kuita, vous êtes très actif au sein de la diaspora congolaise. Vous couvrez beaucoup d'événements. Grâce à vous d'ailleurs, on peut même savoir ce qui se passe dans les autres diasporas en Europe. On vous voit en Suède, en Suisse, enfin bon. Alors, quel regard portez-vous sur la diaspora congolaise et surtout, quels conseils lui donneriez-vous pour qu'elle soit un peu plus structurée, par exemple? Bon, la première chose, en tant que personne vivant dans une société, il faut d'abord prendre conscience de ce que l'on est. Et la première prise de conscience, c'est que nous sommes devenus très nombreux. Et le nombre, c'est une richesse, le nombre, c'est le pouvoir. Et donc, si nous prenons conscience que nous sommes nombreux, et j'ai là dans mon livre de Mais le Congo comme l'Europe, j'avais édité ça en 2007, j'avais déjà écrit ça, et je m'étais dit qu'avec tout l'argent que nous envoyons par Western Union, moi, je donnais un exemple, une fois j'ai demandé que j'ai mon relevé d'une année, ça faisait 6 000 €, je suppose que chacun de nous envoie pratiquement le même montant par an, ça fait combien? Ça, c'est une prise de conscience que nous devons prendre. Nous avons la force financière. Et ici en Europe, on a eu chacun la possibilité de maîtriser un métier. C'est une grande force. Et on est très informé. C'est aussi une grande force. Et donc, il faudrait quand même qu'il y ait un déclic pour que les gens prennent conscience de la force de l'organisation et de l'unité. D'où mon spectacle Lisanga, on y revient. Et c'était ça en fait mon clin d'œil par rapport aux Congolais qui vivent à l'étranger. Il est possible qu'on s'organise, mais il faut aussi se battre contre certaines antivaleurs qui nous collent aux pieds depuis un quart de siècle. On n'a pas été habitué à un certain nombre de choses. Il faut cultiver l'altruisme, il faut cultiver le respect de l'autre, il faut savoir reconnaître la valeur des autres. Mais par exemple, comment avez-vous vécu la campagne électorale pour les élections du 25 mai? Je rappelle, un triple scrutin régional, européen et fédéral ici en Belgique. Bon, j'ai été observateur. D'abord, c'est pas la première campagne, j'en ai couvert. Bien entendu.
Et disons qu'elle est un peu mal tombée parce qu'elle a été... elle a suivi les effets pervers du hold-up électoral de 2011. Beaucoup de Congolais espéraient enfin un changement au Congo. Ça n'a pas eu lieu. Beaucoup de gens ont été très touchés. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ressentent ça comme une humiliation. Et donc, il y a eu quand même des candidats, il y a eu des partis qui ont un peu payé cela. J'ai donné l'exemple du PS. Vous savez, quand M. Durupo a envoyé à M. Kabila une lettre de félicitations, c'était un peu presque en catimini. Et puis la lettre est sortie, ça faisait pas propre. Bon, le MR, ne parlons même pas parce que, Didier Reynders, un bon libéral, il affiche ses couleurs, les intérêts, tout ça. Et donc, tous ces ténors politiques belges qui ont pris une position un peu maladroite par rapport au pays. Bon, il y a eu une grande campagne, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de manifestations de Congolais ici à l'étranger. Tout ça, ça fait que ça réjaillit un peu sur les scores que les nôtres pouvaient faire. Mais du côté des candidats, je peux dire qu'il y en a aussi qui n'ont pas vu venir. Ils étaient quelque peu distraits, n'ont pas vu que ce mouvement-là aurait un impact sur la campagne électorale. Vous direz que certains de ces candidats-là se mettent en campagne à la veille des élections et pendant la mandature, on ne les voit pas, par exemple. Oui, disons d'abord la campagne, ça c'est une grande erreur. En fait, la campagne électorale, c'est pas durant la campagne électorale. C'est quand une campagne électorale se termine. La campagne électorale, c'est toute la législature, les présences, les actions, les conférences, etc. C'est ça une vraie campagne. Pourquoi on voit des candidats belgo-belges qui font 100 000 voix, alors que durant la campagne, vous allez voir juste 4-5 affiches. C'est pas ces 5 affiches-là qui font qu'ils ont eu 100 000 voix, c'est qu'ils sont en continuel contact avec les électeurs. Parce qu'un homme politique, c'est ça, il doit être en continuel contact avec les électeurs et voir comment le social évolue, l'économique, etc., les problèmes au quotidien, tout ça. Et à la longue, quand les élections arrivent, les gens ont des références. Hein. Bon, il faut dire qu'il y a certains candidats qui, il faut qu'ils apprennent aussi à faire la vraie campagne électorale, quoi. Mais bon, tout s'apprend, tout a un commencement. Alors, je voudrais vous faire réagir sur 2 sujets récurrents au sein de la diaspora congolaise. C'est le droit de vote pour les Congolais de l'étranger et la double nationalité. Quel est votre point de vue sur ces 2 questions? Bon, moi, personnellement, je ne suis pas pour la double nationalité parce que... Pourquoi? Je suis congolais, c'est bon, quoi. Je sais, les gens disent, bon, si tu es belge, tu peux prendre le visa, tu pars, tu reviens, mais c'est un peu tricher aussi, quelque part. Il faut savoir ce qu'on veut, hein. Le jour où je déciderai d'être belge, je deviens belge et puis ça s'arrête. Avoir la double nationalité, c'est pas tricher. Et si la loi le permet, il n'y a pas de problème. Bon, chez nous, la loi ne le permet pas encore. Bon, disons que ça pourrait pas être mon cheval de bataille, quoi. Je vois pas ce qu'il y a d'important, en ce sens que quand on a un profil, quand on a un travail, quand on a un engagement, déjà avec une seule nationalité, on peut bien le faire. Et si on est intégré dans une société d'accueil, on peut quand même initier des choses pour son pays d'origine. Cela n'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Je pense que ceux qui le font très bien. Bon, c'est un point de vue, quoi. D'accord. Et par rapport au droit de vote? Le droit de vote, en fait, ça c'est par rapport à la situation au Congo. Et ils savent que 90% des Congolais qui vivent à l'étranger vont voter contre. Ça ne les intéresse pas. Ne serait-ce que comme thermomètre, je crois que ça ne va pas faire pencher la balance, mais comme thermomètre, ils ont un peu peur de ça. Mais vous les comprenez, parce que bon, c'est pas des grands démocrates, hein, mais je pense il y a beaucoup de pays, la Guinée par exemple, j'ai vu, ils ont fait les élections des Guinéens de l'étranger, mais chez nous, bon, ils ont un peu peur aussi. Alors, dernière question, Cheikh Fita, puisque nous arrivons au terme de notre entretien. À l'heure actuelle, et là je reviens, si vous le permettez, à la politique intérieure congolaise, on assiste à une multiplication de plateformes. Front pour la sauvegarde du dialogue, front contre la révision constitutionnelle. On apprend maintenant qu'il y a une nouvelle plateforme qui demande un nouveau dialogue inclusif. Est-ce que finalement, trop de plateformes ne tuent pas la plateforme? Bon,
Vous savez, les politiciens congolais ont quand même certaines erreurs, enfin des erreurs, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est des gens qui évoluent dans un environnement où il n'y a pas le contre-pouvoir appelé le peuple. C'est-à-dire, un politicien, en fait, un parti politique d'abord, il doit chercher à avoir des membres, et avoir des adhérents, à être populaire, c'est le plus important. Mais quand il y a des tas de plateformes, c'est que dans la plateforme que j'appelle souvent la forme plate, il y en a qui viennent, bon, avec le nom, ils n'ont pas beaucoup d'adhérents derrière. En fait, c'est ça la vérité, hein. Et ce que je donnerais comme conseil aux partis politiques congolais, c'est de travailler avec la population, de devenir populaire, et au moment des élections, faire en sorte que, tricherie ou pas, ils soient en mesure de mettre des observateurs partout et de donner les preuves qu'ils ont gagné. Merci infiniment pour l'attention que vous avez bien voulu accorder à ce nouveau rendez-vous de conviction. Et bien, quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro avec un nouvel invité sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine.